pour répondre à toutes ces questions, je pense qu'il est temps d'accueillir très chaleureusement nos intervenants. Je vais les appeler un par un et je vous demande de les applaudir. Yann Fleureau, le CEO de Cardiologues, Antoine Denis, responsable santé de Microsoft France, Philippe Bencteux, on peut les applaudir, CEO de Robocat, Bertin Naoum, le patron de Quantum Surgical, Alexandre Mazel, alors qui n'est pas encore le CEO de SoftBank Robotics, c'est une belle promotion, mais en attendant, il est déjà le directeur de l'innovation chez SoftBank Robotics en France, et Benoît Bardy, le fondateur et directeur d'EuroMove. Voilà. Merci à tous d'être avec nous. Et bon, on va pouvoir s'asseoir. Il y a moins de chaises que d'invités? Non, normalement ça va. Sinon je reste debout, moi, vous savez. Si c'est... Alors attendez, je vais vous le faire dans l'ordre. Donc alors, Yann Fleureau, Antoine Denis, Philippe Bencteux, Bertin Naoum, Alexandre Mazel, Benoît Bardy. Petit jeu de chaises musicales pour commencer. Il y a de la place. Ça va, tout le monde est assis? Parfait. Merci à tous d'être avec nous. On a plein de questions à vous poser évidemment, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, alors je voulais me tourner vers Antoine Denis, donc responsable santé chez Microsoft France. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais qu'on commence par poser quelques bases en termes de définition à notre discussion. Pardon pour tous ceux qui dans la salle connaissent tous ces sujets par cœur, et je sais qu'il y a beaucoup de technophiles, mais j'aimerais qu'on redonne une définition claire, nette et précise de ce qu'est l'intelligence artificielle et de ce qu'est le deep learning. Je vous pose cette question-là parce que j'ai l'impression que c'est un terme qui est de plus en plus galvaudé. C'est-à-dire tout le monde fait de l'intelligence artificielle. Moi, je dois recevoir 100 mails par jour de startups qui me disent qu'ils ont mis au point une intelligence artificielle qui fait le café. Et quand on fouille un petit peu, en fait, c'est juste des programmes informatiques bêtes et méchants. C'est quoi le propre de l'intelligence artificielle, pour qu'on se mette bien d'accord sur la définition? Alors, oui, ça fonctionne. Donc bonjour. Merci de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir participer et répondre à toutes ces questions. Donc je me présente, vous m'avez présenté, donc je m'occupe pour la santé en France, sur le marché français, de le développement et l'innovation. Je vais répondre à votre question, mais bien sûr, allez. Juste parce que vous pouvez vous dire, mais Microsoft, que fait-il donc là? Donc pour resituer ce que nous faisons Microsoft depuis 2 ans maintenant avec notre nouveau et 3e PDG qui s'appelle Satya Nadella, nous avons transformé globalement les 130 000 salariés de Microsoft et nous sommes maintenant une compagnie qui est un fournisseur de ce qu'on appelle du cloud, alors du système infonuagique, si vous voulez, du terme très francophone, en mode, là je vais reprendre de l'anglophone, en mode hyperscale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, si demain vous avez besoin de 1000 serveurs avec 1 million de cœurs, vous pouvez activer 1000 serveurs avec 1 million de cœurs, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous les avez, vous effectuez vos puissances, vos calculs, ce que vous voulez faire, vous les éteignez et vous ne les payez plus. Donc c'est notre nouveau métier, il est de faire cela partout sur la planète. Donc nous sommes un producteur de calcul pour nos partenaires, pour nos clients, pour qu'ils puissent eux-mêmes travailler se transformer et travailler sur des nouveaux projets innovants. Donc, notamment dans la santé. Notamment dans la santé. Donc, une fois qu'on a ce dispositif qui je ne vais pas parler d'ordinateur quantique, de tout ce genre de choses sur lesquelles nous travaillons, mais une fois qu'on a cette puissance de calcul, on peut permettre de quelque part de changer un peu la donne, notamment dans l'innovation. Donc, sur l'intelligence artificielle, nous avons une division recherche et développement chez Microsoft au global qui est composée de 8000 personnes qui travaillent à temps plein sur l'intelligence artificielle, ils font que ça. Et dans cette division, il y a une division santé qui s'appelle Health Next. Alors c'est encore de l'anglophone, c'est la santé du futur, et qui ne font que de l'intelligence artificielle. Donc dans notre approche et dans la définition que l'on a de l'intelligence artificielle, ça provient quand même... Ça existe depuis longtemps. Enfin, je ne vais pas vous parler de mon cas personnel, mais je suis ingénieur en informatique. Et j'ai fait du Lisp en 1980, longtemps. et du Lisp, on appelait déjà ça de l'intelligence artificielle. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est quoi, le propre de l'IA? Donc le propre de l'IA, c'est typiquement... Quand, si un être humain, et c'est très bien, écrit un algorithme, écrit un programme, c'est de l'intelligence humaine qui a écrit un algorithme, qui a écrit un programme qui va être exécuté par une machine.
D'accord ? Donc il y a de l'artificiel parce que c'est la machine qui va exécuter le programme, mais l'intelligence, elle a été faite dans le cerveau humain qui a fait le programme. Voilà. Ça, c'est... alors maintenant, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui appellent ça de l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Je vous rejoins, vu que c'est le buzzword à la mode, qui était le big data il y a 2 ans et qui sera autre chose dans 2 ans. D'accord ? Donc typiquement, blockchain qui commence à le devenir. Oui. Pas mal aussi. Et il y aura le quantique dans pas longtemps. Et le quantique aussi, c'est vrai. Ouais, absolument. Et donc typiquement, dans l'approche Microsoft, pour nous, c'est de la programmation, c'est notre métier depuis 40 ans. Hein, donc c'est pas de l'intelligence artificielle. Ce qui est de l'intelligence artificielle, c'est quand l'algorithme va être fait par des machines. D'accord. Et donc typiquement, il y a des composantes essentielles. Tout tourne autour de la donnée, d'où Big Data, qui est toujours important, qui existe toujours. Donc nous avons besoin de beaucoup de données. Tout tourne autour de l'apprentissage d'une machine. Je vais vous prendre un exemple très grand public. Si vous faites la photo de votre chat et que vous le mettez dans un Google, dans un Bing, dans un Quant, en général, on va être capable de reconnaître le chat. Pourquoi vous êtes capable de reconnaître le chat ? Parce qu'il y a des millions de gens qui auront été uploadés des photos un beau jour dans leur vie et qui auront dit ça c'est un chat. Donc il faut la nourrir, l'intelligence artificielle. Il faut vraiment lui faire ingurgiter. Il faut faire ingurgiter la machine. Et une fois qu'on a cela, quelque part, au plus vous allez la nourrir, la machine va auto-apprendre, l'algorithme va s'affiner, parce que c'est la machine qui va affiner l'algorithme. C'est ça. D'accord ? Et on va avoir une intelligence artificielle de plus en plus pertinente. Donc dans l'exemple que vous citiez juste auparavant, la détection du mélanome, qui sont des projets sur lesquels je pense qu'il y a pas mal de monde qui travaille depuis un certain temps, et les intelligences artificielles, donc de la donnée, de la puissance de calcul et des algorithmes, alors du deep learning, des réseaux neuronaux en bon français, permettent d'avoir des meilleurs taux de succès maintenant. D'accord. Alors, sur les cas concrets, chez Microsoft, sur quel type d'intelligence artificielle vous travaillez dans le domaine de la santé ? Alors, point important, vous ne verrez jamais de Microsoft santé, intelligence artificielle santé sur un marché. Ce n'est pas notre business model. Ouais. D'accord ? Donc nous n'avons pas vocation à concurrencer n'importe qui des acteurs. C'est pas notre métier. Notre métier, c'est de fournir de la puissance de calcul et fournir de la puissance d'intelligence artificielle pour que nos partenaires, dans la medtech, dans la biotech, dans la pharma, dans les hôpitaux, puissent eux-mêmes faire des solutions. Ouais. C'est ça notre métier, c'est notre positionnement. D'autres ont d'autres positionnements, mais celui-là, c'est le nôtre. Okay. Voilà. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons identifié pour l'instant, alors on a pas mal de champs d'investigation, et nous en avons 3 bien particuliers sur la santé. Le premier, ça va être tout ce qui va tourner autour de l'imagerie médicale. Tous les centres de radiologie, tous les hôpitaux et les fournisseurs de modalités ont de plus en plus des images fines, enfin des systèmes de radiologie, PET scan, scan IRM, de plus en plus fins. Il y a des millions, voire des milliards, voire des trillions d'informations qui sont contenues dans ces images. Et c'est comment, donc j'ai big data, j'ai plein de données, et c'est comment, à partir de toutes ces big data, je vais pouvoir commencer à identifier ce qu'on appelle des patterns. Je sens que ça veut dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Vous avez tous, professionnels de santé ou radiologues, un moment été confrontés dans votre vie, vous regardez des scans, des PET scans, et puis vous vous dites « Ah, mais ce que je suis en train de regarder, là, je l'ai déjà vu, j'ai déjà traité ce cas-là il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, et vous avez tous eu quelque part cette réflexion. Et typiquement, on peut être sur des projets où on va faire ce qu'on appelle du Content-Based Image Retrieving, en bon français, désolé. Donc, vous prenez un PET scan, vous le nourrissez dans l'intelligence artificielle, je vais l'appeler comme ça, et puis on va vous dire, ah ben ça, c'est ce cas-là de Madame Michu, c'est le même cas que Monsieur Robert, il y a 3 ans, qui avait ce type de pathologie, et il a été traité comme ça, et il s'est passé ça, et tu devrais faire ça. Après, tu décides pas. Et donc ça, vous parlez du projet InnerEye, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, InnerEye, c'est effectivement un projet un peu plus, on va dire, restreint en termes de use case. Nous sommes dans le cancer, traité en radiothérapie des tumeurs. Ouais.
Typiquement, quand vous devez traiter ce type de pathologie, le radio-oncologue, la première chose qu'il fait pour préparer sa dosimétrie, va devoir segmenter la tumeur et segmenter les organes sains autour pour bien cibler la tumeur. Et aujourd'hui, c'est un contourage qui se fait relativement manuellement. Alors, il y a des petits outils qui existent, mais relativement manuellement, c'est-à-dire que vous prenez les plans de coupe et puis vous faites, je dis du télécran, désolé, mais vous faites un peu de, un peu de dessin. Et ça prend entre une demi-heure et 2h30 pour un radio-oncologue pour segmenter correctement une tumeur. Et là, Inerail, qui est un projet qui s'appelle un projet d'intelligence artificielle, du deep learning en l'occurrence. Donc on a entraîné des modèles. Alors, tumeur par tumeur, enfin cancer par cancer, parce qu'il y a plein de variétés. Et typiquement, nous sommes capables, enfin, les personnes qui utilisent cette intelligence artificielle sont capables de segmenter la tumeur en moins d'1 minute. Donc déjà, vous gagnez du temps en tant que radio-oncologue. Et ça segmente les organes sains à côté en moins d'1 minute également. Donc ça permet, au radio-oncologue d'être plus productif, d'être plus en discussion avec le patient et d'être plus qualitatif dans le ciblage de sa préparation de dosimétrie. Une fois qu'il a traité et quand il revoit son patient pour éventuellement poursuivre le traitement, il va être capable d'être plus précis. C'est-à-dire, au lieu de dire ta tumeur, elle a diminué, elle a augmenté, mais on peut lui dire elle a diminué de 2,75%. Et on va resegmenter de manière très concrète, très factuelle, la tumeur et les organes sains pour pouvoir refaire une dosimétrie qui sera précise et éviter les effets indésirables. Ouais, donc il y a un énorme gain pour le praticien. Pour le patient, ça apporte quoi concrètement ? Pour le patient, concrètement, déjà, il évite les effets indésirables principalement. Ouais, et typiquement, quelque part, le radio-oncologue est censé libérer du temps médecin pour pouvoir mieux lui expliquer sa pathologie et comment il va le traiter. Ça laisse plus de temps pour faire autre chose finalement. On délègue les tâches les plus ingrates entre guillemets à la machine et on a plus de temps pour s'occuper du patient réellement. Exactement. Non, je voulais poser la même question. Terminer juste en 2 secondes et après je vais me tourner juste pour finir pour Inerail. Donc, encore une fois, sur le modèle, vous ne verrez pas un Inerail acheté par un hôpital. On ne va pas commercialiser ce produit. On travaille, on a des accords et on a annoncé il y a 2 mois des accords avec deux partenaires. Un avec Terrarecon, qui est un acteur qui fait une plateforme de post-traitement en radiologie. Et qui a également une place de marché d'intelligence artificielle. Donc on a un accord avec Terrarecon pour que Inerail soit, on va dire, l'apprentissage et la consommation puissent se faire à travers cette plateforme. Et on a annoncé un 2e accord avec, alors je m'excuse, mais j'ai pas le nom de la société, mais vous l'avez cité tout à l'heure, qui est connu par son robot d'Avinci, mais qui s'appelle Surgical, je ne sais plus. Donc on a annoncé Intuitive Surgical. Donc on a annoncé un accord de partenariat pour qu'ils puissent incorporer notre technologie Inerail dans leur développement de futurs produits. Je n'en sais pas plus. Très bien, parfait. Je vais me tourner vers Yann Fleureau, le patron de Cardiologues et fondateur de Cardiologues. Alors, on est aussi dans l'intelligence artificielle, on n'est pas dans la même taille d'entreprise par rapport à Microsoft. Pas encore. Je vous souhaite le même succès, mais bon, pour l'instant, c'est quoi Cardiologues ? Vous êtes une vingtaine, c'est ça ? Oui, aujourd'hui, on est une vingtaine. Vingtaine de personnes. Et donc, start-up qui travaille elle aussi sur l'intelligence artificielle dans le domaine de l'imagerie médicale. Ou plutôt, vous travaillez, c'est sur des électrocardiogrammes. En fait, vous avez mis au point un algorithme qui va être capable d'analyser un électrocardiogramme et de détecter plusieurs types de problèmes. C'est ça l'idée, hein ? Oui, c'est ça l'idée. Donc nous, on est parti du constat que l'ECG, d'un côté, c'est quelque chose de très simple à enregistrer, c'est quelque chose de relativement standardisé dans tous les pays du monde. Et d'une certaine façon, c'est l'examen de niveau médical de base. En cardiologie, on peut y détecter plus d'une centaine de marqueurs différents qui sont utilisables, actionnables en pratique clinique, mais qui reste quand même un problème avec l'ECG, c'est que c'est un peu pénible à lire. Je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle qui se rappellent de leurs externats ou qui dans leur pratique clinique se rappellent de leurs ECG, mais nous aujourd'hui, c'est le premier constat qu'on a fait, c'est que les médecins qui ne sont pas cardiologues, voire même rythmologues, c'est un spécialiste de l'électrophysiologie cardiaque, c'est pas toujours simple de lire un ECG.
Et d'un autre côté, il y a un volume d'ECG, de données qui est tel, notamment sur le monitoring ambulatoire, parce qu'aujourd'hui, il y a des cas d'usage qui consistent à enregistrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'ECG de patients à domicile. Ouais. Si on n'est pas capable de correctement lire déjà un ECG de 10 secondes de manière automatique, essayer de passer à l'échelle pour monitorer des dizaines de milliers, des centaines de milliers de patients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à domicile, ça ne peut pas fonctionner. Donc à partir de ce constat-là qu'on a fait en fin 2013, on voyait que par ailleurs, les technologies de deep learning commençaient à bien fonctionner sur tout ce qui était détection de visage, notamment sur image, reconnaissance, traitement de langage naturel. Donc on s'est dit, finalement, le CG, il n'y a pas de raison que ce soit plus complexe à analyser que la reconnaissance d'images. Donc je dirais que conceptuellement, c'est de là qu'on est parti, sachant que technologiquement, c'est un petit peu différent dans la mesure où dans une image, vous n'avez pas de notion temporelle. Vous avez un point figé dans le temps. Le CG, on est sur un phénomène dynamique. Donc si vous voulez, finalement, le CG, c'est un petit peu une vidéo avec 9 canaux de couleurs dans une image. C'est à peu près ça que ça ressemble en termes de signal. Donc il a fallu développer une approche particulière de l'intelligence artificielle sur ce genre d'objet, puisqu'on ne pouvait pas directement appliquer ce qui se faisait en vision, même si c'est relativement proche. Et donc pour le faire, d'abord, il fallait de la donnée. La donnée en grande quantité, puisqu'aujourd'hui, les technologies de deep learning qui ont la différence entre le deep learning et les technologies classiques de machine learning qui existaient par ailleurs, c'est le fait qu'en deep learning, vous pouvez donner directement l'entrée et la sortie. C'est-à-dire le CG, le résultat, vous n'avez pas besoin d'expliciter une extraction de ce qu'on appelle le features entre-temps, ce qui était le cas avant. Un algorithme traditionnelle de détection de fibrillation atriale, par exemple, qui est une arythmie cardiaque. D'abord, ce qu'elle fait, c'est qu'elle extrait les QRS et après, elle regarde la variabilité des QRS. Donc, si vous avez une première partie extraction, représentation du signal, simplification du signal, et après une partie application d'un critère de décision. Le deep learning, l'intérêt, c'est que vous le donnez à manger le CG à l'entrée, vous lui dites c'est de la fibrillation atriale, et il va apprendre tout seul sa propre représentation et la propre représentation optimale et le critère de décision optimal. Donc Deep Learning, c'est la machine qui apprend d'elle-même, en fait. C'est ça Vous n'avez plus besoin de coder explicitement les étapes intermédiaires de représentation de la donnée et de codage du critère de décision. Et donc on lui a donné à manger combien d'images pour qu'elle soit performante, cette intelligence artificielle ? Donc justement, ce n'est pas des images. Aujourd'hui, donc, on a des signaux de 10 secondes. On a aussi des enregistrements de 7 jours à 20 jours. Si vous voulez, c'est plutôt des vidéos en 9 couleurs. D'accord, ouais. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée à peu près de à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, on en a 600 000 dans la base de données. Donc, quand on a commencé en 2014 à développer la techno, il y avait quelques datasets publics, il y avait quelques milliers de CG. Mais en fait, le problème de l'ECG, c'est notamment la variabilité intercas et interpatient. Vous avez beaucoup de marqueurs possibles. Et je dirais quelque chose qui est un peu contre-intuitif en deep learning, c'est que plus vous permettez de sorties différentes, mieux ça peut marcher. Pourquoi ? Parce que le principe de base, c'est de reconnaître des patterns. Donc, mettons que vous avez une centaine d'anomalies différentes possibles. Si vous mettez juste FA contre tout le reste, vous allez avoir un pattern de FA, mais vous allez avoir beaucoup de variabilité de patterns dans tout le reste. Alors que si vous segmentez bien votre problème avec une centaine de marqueurs différents, vous allez avoir plein de plus petites catégories, mais qui vont être beaucoup plus consistantes en termes de patterns. D'accord. Les blocs, les SCR, ST+. Ce qui fait que en fait, c'est un peu contre-intuitif en deep learning, mais si on segmente bien et si on essaie de faire plus, ça peut faciliter l'entraînement du modèle. Et donc nous, en l'occurrence, il y avait même pas ça, il y avait quelques milliers de CG disponibles publiquement. Donc on a construit, en faisant des partenariats de recherche clinique en 2014, 2015, notamment avec des hôpitaux aux États-Unis, une base de données d'aujourd'hui à peu près 600 000 cas. On a démontré les performances de la technologie. On a été la première société au monde à recevoir le marquage CE médical pour une technologie de deep learning en aide à la décision clinique. Ces performances, ça se mesure comment ? C'est-à-dire que par rapport à des cardiologues humains, par exemple, est-ce que l'IA obtient des meilleurs résultats à la lecture d'un électrocardiogramme ? Alors nous, on n'a pas fait jamais de publication contre les cardiologues humains. Parce qu'on pense que ça n'a pas de sens. Dans la mesure où le sujet, c'est pas le sujet clinique, c'est pas de faire une compétition entre la machine et l'humain. Le sujet clinique, ça va être comment, étant donné un cas de patient, la combinaison humain plus machine va réussir à être plus performante
que l'humain sans cardiologue. Oui, mais est-ce que demain ou après-demain, la machine toute seule, elle ne pourra pas se débrouiller toute seule? C'est ça la question. Si à partir du moment où elle est plus performante, je comprends bien que le médecin puisse toujours avoir un rôle sur l'accompagnement du patient, etc. Mais sur la partie purement technique, si, dans l'exemple que je prenais tout à l'heure avec les dermatologues, la machine a 95% de taux de réussite contre 87% pour l'humain, c'était la même chose sur des scanners du poumon, il n'y a pas très longtemps, ou des radios du poumon pour des tests menés par l'université de Stanford, me semble-t-il. Quel rôle encore pour le médecin humain? Alors, moi, ce que je peux vous dire, il y a trois aspects dans votre question. D'abord, les performances que nous avons démontrées. Donc, par exemple, ne serait-ce que sur la performance, je dirais, brute, la façon dont on évalue une technologie de prise de décision médicale, c'est sa sensibilité, sa spécificité en diagnostic. C'est un test. Nous, ce qu'on a montré, c'est que, je reprends l'exemple de la fibrillation atriale parce que c'est notre focus business, mais aujourd'hui, on est capable de détecter une centaine d'anomalies différentes. Sur la FA, on a montré que par rapport aux technologies traditionnelles, on divisait par 14 les faux positifs sans dégrader le taux de faux négatifs. Okay. Vous avez un ordre d'idée. On ne rate pas plus de malades. Par contre, on divise par 14 le nombre de fausses alertes qu'on envoie. C'est-à-dire que quand vous commencez à monitorer des dizaines de milliers de patients, des centaines de milliers de patients sur des quantités d'ECG qui durent des heures ou des mois, on rend ça possible. Parce qu'avant, en fait, si vous commenciez à monitorer de manière massive des dizaines de milliers de patients, vous aviez un nombre de faux positifs qui arrivent tous les matins dans votre centre qui fait que vous ne pouvez pas vous en sortir. Nous, on rend ça possible. Deuxièmement, le sujet des performances et des publications qui ont été faites aujourd'hui. Moi, j'ai un gros problème aujourd'hui avec effectivement le nombre de publications que je vois. On voit des publications où PR, ça veut plutôt dire press release que peer reviewed. Vous voulez dire que je me suis fait manipuler, c'est ça? De sociétés qui disent on est meilleur que les médecins. Il faut quand même regarder le détail de leur publication. Quelles sont les tailles d'échantillons? Quels sont les médecins? Je suis désolé, nous en rythmologie, si je prends un médecin généraliste en cabinet, si je prends un cardiologue, si je prends un rythmologue dans un centre académique, dans un centre non académique, je ne vais pas du tout avoir les mêmes courbes de performance, de sensibilité, de spécificité. Et aujourd'hui, il y a une espèce d'inflation bullshit de sociétés qui vont vous dire on est meilleur que les... Ça y est, l'IA est meilleur que les dermatologues. Ça y est, l'IA est meilleur que les cardiologues. C'est pas vrai. On n'en sait rien. Il faut regarder le détail. Vous êtes rassurés dans la salle? Ça va. Et puis surtout, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est de résoudre un cas clinique. Donc nous, typiquement, le CG, quand on est sur l'analyse d'arythmie, effectivement, on sait que si on est très très bon sur le CG, sur un Holter, c'est ce qui compte pour résoudre le cas clinique. Sur notre capacité à détecter l'infarctus, par exemple sur le cas d'usage des urgences, même si demain, mettons, je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, on sait que notre technologie est performante sur la détection de syndrome coronarien aigu sur les ECG 12 dérivations dans le cadre des urgences. On sait qu'on peut être plus performant, on pense, que le médecin urgentiste, je dirais, standard, dans un centre. Qu'est-ce que ça change pour de vrai? Parce que la médecine n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour s'adapter au fait que l'analyse de l'ECG dans les urgences, c'est complexe. Il y a des solutions alternatives qui existent. Vous avez des tests sanguins qui vont prendre un certain nombre de temps. Vous avez l'examen clinique qui est là. Et puis le patient, d'une certaine façon, il est mis au cœur d'une stratégie de management dans le service d'urgence. Donc, on dit souvent, les médecins disent souvent, l'ECG ne savait pas tout, le diagnostic ne savait pas tout, il y a la clinique. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas réfléchir à l'échelle de est-ce que je suis meilleur ou pas que le médecin sur l'analyse de tel signal. Il faut réfléchir à comment je l'aide à mieux résoudre son cas clinique et quelle différence je fais dans les endpoints. Tout le reste, on s'en fout. Donc c'est la collaboration entre la machine et le médecin, finalement. On va plutôt dans ce sens-là que vers le remplacement du médecin par la machine. C'est ça l'idée. Oui, le sujet, c'est comment mieux résoudre un cas clinique. C'est pas de faire une compétition entre la machine et... Ça, c'est bien pour faire des publis ou pour passer dans la presse. Mais la raison pour laquelle les médecins vont utiliser votre technologie, c'est pas parce que vous avez dit sur Forbes que vous étiez meilleur que les cardiologues. Ouais. La raison pour laquelle vous êtes utilisé, c'est parce que vous aurez prouvé que dans sa pratique clinique, vous allez l'aider à mieux s'occuper de son patient et que ça lui prendra vraiment moins de temps. Okay. Je précise quand même que sur les tests que je donnais sur les dermatologues, je crois me souvenir que c'était dans une publication scientifique. C'était pas simplement dans la presse. C'était dans Nature. Donc, a priori, c'est des choses qui se font. Il y a des peer reviews, etc. Donc c'est pas non plus n'importe quoi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un monde entre la preuve de concept scientifique et la vraie vie de la clinique.
C'est quelque chose aujourd'hui qui n'a pas encore été, je trouve, suffisamment Très bien bien. intégré. Non, mais Juste pour revenir, pour finir. Juste pour terminer, parce qu'après, il faut qu'on passe à la partie robotique. Non, mais allez-y, finissez. Pour finir sur, effectivement, est-ce que l'intelligence artificielle va finir par remplacer le médecin à un moment ou à un autre? Sur certains aspects de ces tâches, oui, je pense. Nous, notamment sur le CG ambulatoire, aujourd'hui, on travaille avec des centres donc, de monitoring cardiaque aux États-Unis. Ça en prend à peu près en moyenne 30 minutes de temps humain, donc de professionnels de santé, techniciens ou cardiologues, pour lire un enregistrement Holter de 3 à 5 jours. Nous, on leur montre aujourd'hui, avec cardiologue, ça va prendre entre 2 et 6 minutes. Donc, on va leur faire gagner à peu près un facteur 5. Pourquoi ? Parce qu'on va leur permettre d'aller directement à l'essentiel de ce qui est intéressant. Donc oui, d'une certaine façon, on va remplacer l'humain, qui ne va plus avoir à lire toutes les courbes quand les électrodes sont détachées, quand le patient est en rythme sinusal. Tout le travail ingrat. Par contre, les anomalies qui ont été détectées et le fait de les mettre en contexte clinique, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va laisser au médecin. Peut-être qu'on passera une étape supplémentaire derrière, mais l'usage ne passera de toute façon que par un cas clinique médical. À la fin, c'est le médecin qui est en face du patient. Très bien, parfait. La collaboration homme-machine, on va continuer à en parler, mais avec des robots cette fois-ci. Là encore, on a plein de choses à vous raconter. On a tous nos intervenants qui sont là, et je voulais me tourner vers Bertin Naoum en premier. Bertin, bonjour. Bonjour. Sommité dans le monde de la robotique chirurgicale, un habitué de The Elseworld aussi, hein, on s'était déjà parlé l'an dernier. Alors, Bertin, c'est le papa notamment d'un robot qui s'appelle Rosa, qui a beaucoup fait parler, y compris dans les médias d'ailleurs. Rosa, c'est un robot, je parle sous votre contrôle, mais c'est un robot qui va servir de troisième bras au chirurgien et qui va l'aider et le guider dans des opérations très compliquées du cerveau et de la moelle épinière. Hein, c'est ça en quelques mots. Cette entreprise, l'entreprise qui a créé Rosa, vous l'avez revendue à une grande entreprise américaine, c'était Zimmertech, c'est ça Zimmer Biomet. C'est ça. Et comme quand en général on a le grain entrepreneurial, ça ne nous lâche pas, ça ne vous a pas lâché et vous êtes parti sur un autre projet et c'est un autre robot médical. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Donc je dirais que l'aventure a été parfaitement décrite. Rosa, avant toute chose, c'est ce que vous avez décrit. Et ça s'inscrit un petit peu dans tout ce qu'on vient de décrire aujourd'hui. C'est la façon dont la technologie peut aider les praticiens, je dirais, à traiter les patients de façon beaucoup plus efficace. Je dirais que dans le traitement d'un patient, il y a, si je peux peut-être schématiser, il y a 2 phases essentielles. Il y a la phase de la décision et puis il y a la phase de l'action. Donc il y a toute une phase qui consiste à faire un diagnostic, poser un diagnostic, définir la stratégie, ce que l'on va mettre en œuvre comme soin. Et il y a une deuxième phase qui peut notamment être une phase chirurgicale où cette fois-ci on va passer à la phase action. Et je crois que ce qui est intéressant autour de cette table ronde, c'est qu'on a, je dirais, des intervenants qui, en tous les cas, font partie de ces 2 phases. Ce que Yann vient de décrire précédemment, c'est justement cette phase, je dirais, de décision. Hein, et on comprend la façon dont l'intelligence artificielle peut aider les praticiens. Moi, je me trouve dans l'autre phase, qui est la phase d'assistance aux praticiens dans la phase de réalisation du geste. Parce que c'est très important de pouvoir poser un bon diagnostic, mais encore faut-il être en mesure de réaliser l'acte de façon précise. Et donc, le rôle de nos technologies, d'une façon générale, c'est, et j'anticipe une question qui me sera posée plus tard, c'est pas de remplacer le praticien, mais c'est de l'aider dans la réalisation de son acte pour s'assurer que lorsqu'il souhaite, par exemple, insérer une aiguille et cibler un organe de façon très précise, il ne va pas rater l'organe et dévier et toucher peut-être une autre partie de l'organe à quelques millimètres près et donc obtenir un résultat qui sera différent de ce qui a été souhaité précédemment. Alors c'est ce qu'on a fait tout au long des nombreuses années que nous avons vécues dans l'aventure MedTech. D'abord sur la chirurgie du genou. Ensuite, nous avons changé de partie du corps. On est monté un peu plus haut dans le cerveau. Après, dans la colonne vertébrale. Comme vous l'avez dit, en 2016, la société MedTech a fait l'objet d'un rachat par
une OPA, mais une OPA amicale, puisque la société était cotée en bourse à cette époque-là, de la part d'un grand groupe américain, et je me suis relancé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale où on continue finalement avec la même démarche, mais cette fois-ci sur une autre partie du corps, à savoir sur le foie, et en particulier dans le cancer du foie. Alors aujourd'hui, ce que l'on cherche à faire, c'est tout simplement aider les praticiens dans les traitements assez innovants, assez avancés, ce qu'on appelle les traitements percutanés dans les thérapies d'ablation. Alors je m'explique. Dans les cancers des organes, des tissus mous, et en particulier dans le cancer du foie, il y a différentes façons. Lorsque effectivement on a détecté une tumeur, une lésion sur un organe, il y a différentes façons de traiter cette tumeur. Et l'une des façons qui, en tous les cas, soulève beaucoup d'espoir, c'est une technique qui consiste tout simplement à insérer une aiguille qui va délivrer une source d'énergie, du froid, du chaud, peu importe, mais on va en tous les cas délivrer de l'énergie. Et cette aiguille, ayant ciblé très précisément la tumeur, va permettre effectivement tout simplement de la brûler, de faire une résection. Et donc on comprend aisément que l'efficacité de cet acte, il repose sur la capacité à toucher précisément l'endroit qu'on voulait toucher, en particulier lorsque les tumeurs commencent à être de taille relativement limitée. Ça, c'est impossible à faire à la main, si je peux dire. Et c'est là qu'on comprend tout l'intérêt de la technologie. C'est possible, mais c'est aujourd'hui réservé uniquement à un nombre relativement limité de praticiens qui sont extrêmement formés, qui ont une très bonne dextérité, qui ont une très grande expérience. Et donc, il en résulte que la grande majorité des praticiens optent pour des techniques traditionnelles qui ne présentent pas tous les mêmes bénéfices. Et c'est là que rentre en compte, c'est là qu'intervient plutôt l'intérêt de la technologie, de la robotique en particulier, c'est de démocratiser, de généraliser ces techniques qui, jusqu'à présent, étaient réservées à un nombre limité de patients, en raison du nombre limité de praticiens qui les maîtrisaient, donc de les ouvrir à une grande majorité de patients. Même les mauvais chirurgiens vont pouvoir faire des trucs compliqués. C'est ce que vous dites, Bertin. Il n'y a pas de mauvais chirurgiens, mais en tous les cas, on va les aider. C'est l'ABS de votre voiture. C'est ce que la technologie fait d'une façon générale. C'est qu'elle permet de réduire la différence entre les différents opérateurs. C'est d'ailleurs ce paradigme qui est derrière le succès d'une société qui a été nommée précédemment, à savoir la société Intuitive Surgical, avec le robot Da Vinci, qui est un robot utilisé essentiellement aujourd'hui pour ce qu'on appelle les prostatectomies, les prostatectomies, donc c'est l'ablation de la prostate. C'est une société qui a été créée dans les années 90 en développant un robot, le robot Da Vinci. Aujourd'hui, c'est une société qui pèse près de 20 milliards de dollars au Nasdaq, qui réalise plus de 3 milliards de dollars. Pardon ? 50. 50. Ça a augmenté entre-temps. Ça a bien augmenté. Ils ont bien monté hier, je crois. Voilà. En tout cas, plusieurs dizaines de milliards de dollars en vendant un seul et même robot utilisé pour la prostatectomie radicale. Et qui est utilisé depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est ça Oui, une vingtaine d'années. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, très concrètement ? Alors, on ne va pas rentrer dans les détails trop techniques, mais de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Il y a des patients qui, pour différentes raisons, à un moment de leur existence, doivent se faire retirer leur prostate. D'accord ? L'acte de retirer la prostate, c'est un acte qui est parfaitement maîtrisé. Je parle sous le contrôle d'urologues qui doivent être dans cette salle. C'est un acte qui est relativement maîtrisé, qui est réalisé depuis des décennies. Et jusqu'à présent, en tous les cas jusqu'à il y a quelques années, il était réalisé de façon simple. On ouvrait tout simplement la paroi abdominale et puis on retirait la prostate. Ça fonctionne très bien. Voilà. À part que le fait d'ouvrir, ça entraînait un certain nombre de conséquences, d'effets secondaires, parfois assez indésirables, notamment sur les capacités érectiles, alors que des techniques dites mini-invasives, qui consistent tout simplement à, au lieu de réaliser une grande incision de la paroi abdominale, on va faire juste 3 petites incisions, on va insérer une caméra et puis 2 pinces dites laparoscopiques. Au-delà de la difficulté de cet acte, le fait de moins ouvrir
ça réduit très fortement les effets secondaires indésirables. Donc, la chirurgie laparoscopique était connue depuis de très nombreuses années, à part qu'il n'y avait qu'un nombre relativement limité de praticiens qui avaient l'expérience, la dextérité pour réaliser ce type d'acte mini-invasif. Ce qu'a fait le robot Da Vinci, c'est tout simplement de démocratiser la chirurgie laparoscopique. C'est-à-dire que quasiment n'importe quel chirurgien, même n'ayant pas d'expérience particulière en chirurgie laparoscopique, pouvait d'un seul coup se lancer dans la chirurgie laparoscopique. La conséquence de cela, c'est que dans de très nombreux pays, je crois qu'en France aujourd'hui, notamment dans la prostatectomie radicale, je crois qu'il y a 60% d'actes qui sont réalisés avec le robot Da Vinci contre un nombre qui était ridicule il y a encore une quinzaine d'années de cela. Vous dites démocratiser, mais quand même, alors c'est vrai que ce robot il est incroyable, Da Vinci, je pense qu'on a tous vu des images du chirurgien, donc il y a le chirurgien quand même qui est derrière avec des espèces de systèmes de pinces, et le robot reproduit son geste, on le voit il y a des vidéos YouTube où on le voit peler un grain de raisin, enfin c'est absolument dingue, mais démocratiser, le robot il coûte quand même, je sais plus, 2 millions d'euros, quelque chose comme ça, et je crois qu'il y a eu même une certaine polémique sur le calcul coût-bénéfice dans un certain nombre d'hôpitaux. Est-ce qu'on a aujourd'hui la certitude que ces machines, qui effectivement sont très impressionnantes d'un point de vue technologique, ont un vrai avantage, on va dire, si on parle de chiffres et d'économie? Alors, le point que vous mettez en avant est extrêmement important et il est tout à fait pertinent, c'est la problématique du financement, d'une façon générale, de ces innovations. Je crois qu'il faut prendre un petit peu de recul. Je vais me permettre de partir dans un secteur complètement différent. Comme ça répondra un petit peu à ce que je parlais tout à l'heure de l'ABS. On se rappelle tous, il y a peut-être une vingtaine d'années, l'option de l'ABS était uniquement sur des véhicules qui étaient des véhicules haut de gamme. C'est une option qui coûtait extrêmement cher et qui effectivement, on ne pouvait pas vraiment parler de démocratiser, puisqu'en fait, seuls les gens qui avaient les moyens d'acheter des véhicules relativement haut de gamme bénéficiaient, je dirais, de cette assistance qui était quand même assez utile. Aujourd'hui, tous les véhicules ont l'ABS. Ouais. Bon. Donc ce que je veux dire, c'est que ce phénomène est toujours le même. Oui, dans un premier temps, il y a une problématique financière. C'est réservé aux gens qui peuvent se le payer. Mais les patients que nous sommes tous, potentiellement, ont fini par, de toute façon, porter une telle pression sur les acteurs qu'on est obligé de finir par trouver une solution pour pouvoir offrir ce genre de bénéfices à la grande majorité des clients, des patients et des utilisateurs. Je vais passer la parole à votre voisin Benoît Bengteux, qui est le patron et fondateur de Robocat, qui travaille lui aussi dans la robotique médicale. Alors c'est un robot un petit peu différent, vous allez nous expliquer. Vous êtes médecin radiologue de formation, c'est ça, hein? Oui, alors je ne suis pas ingénieur. Vous n'êtes pas ingénieur, radiologue de formation, et c'est votre pratique quotidienne qui vous a poussé en fait à avoir l'idée de ce robot qu'on va voir dans un instant et que vous allez nous décrire. Oui, complètement. Donc c'est vraiment venu de la pratique et du besoin. C'est-à-dire que je ne sais pas qui assiste à cette réunion, mais voilà, moi je suis médecin, radiologue, neuroradiologue, et j'ai fait de l'interventionnel. Et je ne sais pas si vous savez, mais l'interventionnel, donc on intervient par une piqûre avec des cathéters qui sont de fins tuyaux. Et grâce à cette piqûre, en empruntant les tuyauteries artérielles, on peut aller où on veut dans le réseau artériel et dans le corps humain et atteindre n'importe quelle cible et traiter en particulier l'infarctus du myocarde, les AVC et les hémorragies et ainsi de suite, et bien des pathologies vasculaires. Et donc, de ma pratique, je me suis rendu compte de plusieurs problèmes. C'est que on est une profession qui est très très irradiée, puisqu'on est la profession la plus irradiée. On intervient sur rayons X à quelques dizaines de centimètres de la source. La profession la plus irradiée du monde, c'est ça? Oui, il n'y a pas de profession plus irradiée. On intervient Dingue. en fait à quelques dizaines de centimètres du faisceau de rayons X. Alors on porte un tablier plombé pour essayer de se protéger, mais un tablier plombé qui ne recouvre pas ni la tête, ni les bras, ni les jambes. Donc, c'est voilà. super dangereux du coup. Oui, complètement. Donc c'est admis en fait, c'est normal. C'est admis parce qu'on a un bénéfice pour la population qui est important et donc un risque pour le praticien qui est effectivement élevé aussi. Ah ouais. Mais, voilà, C'est germinal en fait les radiologues, ouais, je n'imaginais pas ça quand même. Oui, donc D'accord. Les médecins ont un taux de cancer qui est multiplié par 8, C'est pas à un vous. taux de cataracte multiplié par 9 et j'en passe.
Alors, il se protège avec l'établi plombé qui finalement est très rassurant parce que c'est très lourd. Mais comme c'est très lourd, c'est aussi responsable de troubles musculo-squelettiques multipliés par 6. Enfin, Il c'est faudrait juste un exosquelette travail- en plus, ouais, c'est un ça, on travail va de fou. multiplier les Voilà, c'est solutions ça. technologiques. Ouais. Non, alors, on n'a pas développé un exosquelette. C'était l'autre solution. C'était l'autre solution. Il existe des grands scaphandriers très lourds. Non, on a choisi de développer une solution robotique. Donc, un robot qui est petit, qui est la taille d'une boîte de chaussures, voire même plus petit, et qui permet de manipuler les deux instruments dont on a besoin pour réaliser l'intervention, qui sont le cathéter, le guide, mais de façon téléguidée, en fait, à quelques mètres de distance. Et ainsi vraiment d'améliorer drastiquement la sécurité du personnel soignant et de faire un geste qui soit beaucoup plus précis. On l'a vu, la robotique peut apporter pas mal de précision. C'est l'intérêt du robot Da Vinci, c'est vraiment l'intérêt du robot Rosa qu'a développé Bertin Naoum. On apporte des nouveaux degrés de mouvement que ne peut pas faire la main. C'est-à-dire que la main peut faire ça, le robot lui peut tourner à 360, il peut faire à peu près ce qu'il veut avec ses... Mais alors expliquez-nous un peu là, parce qu'on voit donc ce boîtier, on peut ce que dire. vous voyez devant vous là, c'est le robot, donc que je vous disais, c'est une boîte. Et finalement, de l'extérieur, il n'y a pas grand-chose à voir. Quand vous ouvrez le couvercle, qui est la zone bleue, là, vous tombez sur deux pistes, deux pistes qui permettent d'enfiler le guide et le cathéter. Les deux instruments dont on a besoin. Et donc, on a une technologie très particulière qui permet vraiment de faire avancer, reculer, tourner le guide, et qui est vraiment un instrument très fin, comme un fil, qui permet vraiment, au fil de l'eau, de naviguer dans les artères. Et donc le médecin, lui, la cible. il manie ça avec, c'est quoi, c'est des joysticks Avec en des fait joysticks, oui, tout à fait. Comme un jeu vidéo, quoi. Comme un quasiment. jeu vidéo, oui. Mais vous avez raison de le dire, parce que c'est très ludique, et mes enfants adorent jouer avec le robot. Comment ça avec les patients, vous voulez dire? Non, avec le robot sur un fantôme. Ah bon, d'accord, c'est ça. Sur un flow modèle qu'on a en fait à l'entreprise, et qui permet vraiment de s'amuser avec le Parce robot. que, C'est le cas de parce le que dire, ce c'est robot vraiment ça. n'est pas encore en fonctionnement pour l'instant. Alors, le robot aujourd'hui, on a réalisé l'étude, ce qu'on appelle safety efficacy, qui montre qu'on est safe, on n'a pas de danger sur le vivant, et puis qu'on est efficace donc sur animal. Et donc on va réaliser le First in Man cet été, qui est très attendu. Il sera une première mondiale. Ouais. Et puis il sera disponible à la commercialisation à la fin de l'année. Et donc les tests c'est sur des cochons en général qu'on fait ça? Donc c'est sur animal, oui, tout à fait. Ouais, On a réalisé ces tests à l'Institut. Et alors, quels sont les résultats? C'est-à-dire par rapport à une pose de cathéter classique, comment vous vous en sortez? Écoutez, on s'en sort très très bien. Donc on a fait une étude randomisée donc sur ces pauvres cochons. On a comparé l'étude réalisée manuellement et puis robotisée. Et en fait, on a pu démontrer qu'on avait 1 minute de différence en termes de temps de procédure entre le faire manuellement ou de façon robotique. Donc 1 minute. Le robot est une grande plus long d'1 performance. minute pour l'instant. Alors plus long d'1 minute, mais c'est vrai que l'étude a été réalisée avec 3 cardiologues qui ne connaissaient pas le robot, qui n'avaient jamais utilisé Quoi, ils n'avaient jamais utilisé le robot avant? Non, ils l'ont découvert pendant l'étude, ce qui était peut-être une maladresse. Ouais, effectivement. Mais ça démontre deux choses. C'est d'abord que la courbe d'apprentissage du robot est vraiment très très courte, et on a coutume de dire que c'est it's a one-click technologie, tout se fait en un clic. Quand vous introduisez le guide dans le robot, ça se fait en un clic. Le cathéter, c'est pareil, en un clic. Et je crois que il y a 2 grandes problématiques à la robotique. Il y en a une qui a été abordée, c'est le prix des robots. C'est un sujet, mais je crois que Bertin l'a bien expliqué. Je crois que de tout temps, il y a eu des innovations incrémentales. La célioscopie, la laparoscopie en elle-même a été très chère au départ, et maintenant, je pense qu'elle a prouvé son bénéfice médico-économique. Le deuxième écueil, éventuellement, potentiellement, de la robotique, c'est le temps de procédure qui peut être allongé avec le robot. Et là, on est vraiment sur des temps de procédure quasiment équivalents à la main. Et on est très fiers de la technologie qu'on a développée. Donc la question suivante, elle est évidente, et je vais la poser à vous et à Bertin, et elle est attendue, mais c'est... Puisque ces robots sont absolument formidables, et on voit bien les avantages qu'ils peuvent représenter en termes de précision absolue, en termes effectivement de chirurgie mini-invasive. Alors on n'a pas donné aussi les autres avantages que ça pouvait avoir, mais c'est que le patient, j'imagine, peut sortir plus tôt de l'hôpital, il n'a pas besoin de rester. Ça a aussi un avantage, y compris pour la sécurité sociale, ce sont des coûts en moins, c'est de la chirurgie ambulatoire. On voit bien à quel point c'est formidable. La prochaine étape, c'est le robot qui peut se passer, encore une fois, du médecin. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans non pas 3 ou 5 ans, mais dans 10, 20, 30 ans, ces machines extrêmement précises
qu'on va pouvoir coupler avec des algorithmes d'intelligence artificielle, de reconnaissance du corps du patient, etc., seront capables de se débrouiller toutes seules de A à Z. Est-ce que c'est un horizon, non pas souhaitable, mais en tout cas envisageable ? Je crois que l'essentiel, c'est toujours répondre à un besoin et rendre un service. Je crois que, et là, en l'occurrence, le robot qu'on a développé, c'était vraiment pour répondre à un besoin. Alors, il est certain qu'on travaille sur des innovations, on travaille déjà sur les générations suivantes de robots, et notamment sur l'intelligence artificielle, qui est un mot effectivement qui peut être parfois galvaudé, sur l'intelligence collective, en fait, sur le travail en essaim, et vous savez, Google travaille dans des laboratoires où vous voyez plein de robots qui travaillent, qui fonctionnent tous ensemble et qui apprennent les uns des autres, en fait, de façon collective, pour finalement arriver à travailler de façon très précise. Voilà, donc ça c'est très intéressant, d'autant plus qu'en vasculaire, alors je parle vraiment et je te passerai le micro après, en vasculaire, on a pas mal de briques qui existent déjà technologiques, puisque on a modélisé les guides et les cathéters de façon numérique, on connaît leur comportement, on a l'acquisition volumique numérique des artères du patient, on est capable de faire des roadmaps dynamiques qui s'adaptent en fait en fonction parce que un grand écueil c'était le roadmap. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des détails trop compliqués, mais on fait une injection d'iode, on voit l'anatomie et ensuite on navigue sur cette image sans avoir besoin de plus irradier le patient. Le problème c'est que le patient bouge et donc du coup il y avait un décalage entre ce qu'on voyait et puis voilà. Et donc ça maintenant on l'a plus. Effectivement, toutes les briques technologiques sont là. Maintenant qu'on a la robotisation, effectivement, on peut dire, on donne un point sur la vascularisation, sur la vasculature du patient. On dit, le robot, tu vas là. Le robot se débrouille. On travaille là-dessus. Mais il ne faut pas perdre de vue que derrière tout ça, il y a toujours un médecin, un expert. Et comme le disait Yann Fleureau, on est des outils, nous développons des outils au service du médecin, qui est toujours celui qui est responsable de l'acte et qui contrôle l'acte. Parce qu'il y a tout un tas de données. Ça, c'est vrai aujourd'hui. C'est vrai, mais il y a toujours des données. Je pense donc à l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme est un examen parmi d'autres. Il y a le stéthoscope, il y a l'échographie, et c'est l'agrégation de l'ensemble de ces données qui permet... Mais ça aussi, le robot pourra le faire dans quelques années, non ? Peut-être. Pardon, je ne veux pas... Moi, c'est ça qui intéresse les médecins qui sont là. Est-ce qu'on est au chômage dans 20 ans ? C'est ça la question, vous voyez ? C'est effectivement un grand fantasme. Bertin, est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est ce qui va devenir une réalité de façon inexorable ? Je pense qu'avant tout, lorsqu'on parle d'innovation de ce type et on essaie de se projeter à l'avenir, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Donc, il ne faut jamais dire jamais. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, si on essaie de regarder dans un futur relativement proche, je crois qu'en ce qui concerne en tout cas la chirurgie, on est confronté à deux problèmes. Le premier problème, c'est que contrairement à ce qu'il y a dans le diagnostic dont je parlais précédemment, en fait, un diagnostic peut être porté par un algorithme, et puis je dirais que c'est au praticien de considérer qu'il a suffisamment confiance dans le diagnostic de cet algorithme pour, en tous les cas, en tenir compte. Dans notre situation, et je crois que la vidéo que l'on a vue tout à l'heure de RoboCat l'illustre parfaitement, on voit bien que la machine, elle ne marche pas toute seule. On est obligé d'avoir des gens qui sont là pour faire un certain nombre d'actes. Donc, comment est-ce qu'on fait abstraction de tous ces actes? Ça, c'est une première question. Puis le deuxième problème, c'est le patient. Là encore, je vais prendre peut-être une situation analogique. Aujourd'hui, tout le monde a parfaitement entendu parler des drones. On sait que les drones, ça fonctionne parfaitement bien, etc. Ce qui veut donc dire que technologiquement, on pourrait très bien avoir des avions de ligne qui feraient des Paris-New York sans pilote. C'est vrai. Certaines compagnies, certains avionneurs y travaillent d'ailleurs. Voilà. Ils y réfléchissent sérieusement. Technologiquement, on pourrait. C'est possible. Ouais. Et pourtant, on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que personne aujourd'hui ne monterait dans un avion dans lequel il n'y a pas de pilote. Oui, mais le mot-clé, c'est aujourd'hui. Mais c'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'il faut faire preuve d'humilité. Oui, absolument. On ne sait pas ce qu'il en... Je parle dans un futur proche. Mais on peut poser la question, en même temps c'est un peu truqué parce que vous êtes tous un peu technophiles et vous êtes professionnels de santé, donc ça ne va pas être très représentatif. Mais est-ce que si demain, on vous proposait d'être opéré, soit on va dire à l'ancienne par un chirurgien extrêmement qualifié, ou alors on vous dit, tu vas être opéré entièrement par un robot, l'humain n'aura aucune
forme d'intervention, mais tu vas sortir de l'hôpital 3 jours plus tôt, on va dire. Qui se ferait opérer par le robot? Juste avant. Qui accepte le robot? Ah, Juste avant. pas très nombreux. Et là, dans l'assemblée, vous êtes que 2. Même vous le feriez pas, Bertin? Sérieusement? Bon, bah, baissez le doigt, les autres, alors c'est pas possible. Non, mais on voit qu'il y a quand même, il y en a pas beaucoup. Hein. Moi, je pense qu'il faut, on va poser la question autrement. C'est qu'aujourd'hui, donc, grâce à la robotique, la simulation, donc, il y a une réduction de la morbimortalité. Et on sait que le facteur humain est responsable, donc en particulier en chirurgie, dans quasiment la majorité des complications opératoires. Donc aujourd'hui, si on dit que le robot est là pour réduire la morbimortalité des patients et pour diminuer la pénibilité de travail du chirurgien qui sera dans de meilleures conditions pour travailler, avant d'arriver à l'avion sans pilote, qui se fera opérer par un robot? Donc là, quasiment tout le monde, c'est très bien. Ah ouais, c'est vrai. Bon, Je pense que c'est vraiment la question. Aujourd'hui, c'est pas l'intelligence artificielle qui va remplacer le chirurgien, c'est pas le deep learning, c'est pas la robotique, c'est tout simplement, c'est comment utiliser ce transfert de technologie des autres domaines industriels, donc en particulier l'aéronautique, en particulier l'aérospatiale, où on se pose même pas la question aujourd'hui de voir comment Elon Musk a fait atterrir donc une fusée en regardant derrière des écrans. Donc je pense réellement qu'on se pose la mauvaise question. Il faut arrêter, donc il faut qu'on arrive, nous, chirurgiens, à gérer notre frustration en disant nous ne serons pas remplacés demain. C'est exactement comme les taxis, en disant mais demain vous aurez toujours votre plaque de taxi, mais tout simplement vous allez piloter votre voiture de la maison. Donc c'est une diminution de la pénibilité de travail pour la société, et je pense réellement que c'est une avancée pour la société et pour nous tous. Yann Fleureau voulait ajouter un mot avant qu'on passe à la robotique dans le domaine de la rééducation. Non, je trouve que c'est juste que, conceptuellement, la question qu'on se pose, c'est, on part du principe que l'intelligence artificielle peut potentiellement avoir des capacités technologiques exponentielles, infinies à 20 ans, à 30 ans. Et donc la question qu'on se pose, c'est si on soustrait la technique de la médecine, qu'est-ce qui reste, quoi? Oui. C'est un peu ça, finalement. C'est ça. Enfin, on se sert du prétexte que l'intelligence artificielle, on pense que ça va être super pour finalement poser cette question-là. Il y a Guy Valencien qui a écrit sur ce sujet dans un ouvrage qui s'appelait La médecine sans médecin, où je trouvais qu'il y avait une réflexion intéressante qui était développée à ce sujet, qui disait finalement qu'est-ce qui reste. Alors, d'après Guy Valencien, selon lui, il restait 2 choses. Il reste une première chose qui est un droit impondérable qui existera toujours pour le médecin, qui est le droit de transgression. C'est-à-dire la capacité à dire, de manière, je dirais, contrairement aux statistiques, contrairement aux preuves cliniques, contrairement à ce que je peux voir, je vais prendre cette décision parce que c'est ma responsabilité et c'est ma relation au patient. Ça, c'est la première chose. Une intelligence artificielle, ça reste des stats. La technologie, ça reste evidence-based sur les statistiques. Le médecin, il gère le particulier, il gère l'individu, il ne gère pas la statistique. La deuxième chose, c'est la capacité d'empathie. C'est-à-dire que alors moi, je ne suis pas médecin, mais quand même, il y a quelque chose que j'ai compris, c'est qu'en médecine, parfois, en fait, vous n'avez pas de réponse à la question. Il n'y a pas de réponse statistique de dire oui, non, est-ce que c'est la bonne décision. En fait, on ne sait pas. Et en fait, ce qui compte, c'est plus le fait que la décision soit prise par un humain, en fait, plutôt que de prendre la bonne décision. À la question, imaginez, je ne sais pas, un patient qui a sa fille en phase terminale, le père ou la mère, les parents, sont en droit, sont en capacité de demander au médecin « Qu'est-ce que vous feriez, docteur, si c'était votre fille ?» Cette question, vous ne pourrez jamais la poser à une machine. Je veux dire, cette empathie-là, la capacité de se mettre à la place de l'autre, vous ne pourrez jamais l'avoir. Et donc, si vous voulez, au final, ça reste des déterminants fondamentaux de la médecine et de l'humanité que même si on avait une intelligence artificielle absolue, même pas dans 10 ans, dans un siècle, il faudra toujours des humains pour le faire. Donc mais la valeur ajoutée du médecin, finalement, se réduira à sa part humaine. En fait, c'est ça le truc. Ça peut... ce qui est extrêmement important, mais c'est... Voilà. Oui, au fur et à mesure que l'humanité... Là, c'est réducteur. Pardon, non mais je grossis, je suis journaliste, pardon, donc j'exagère. Pour terminer sur ce que vous citiez le cas de Elon Musk et de la fusée SpaceX, je pense que l'analogie avec la technologie dans le transport est très vraie. C'est pas parce qu'on sait faire des fusées pour aller pour Mars qu'on a arrêté de marcher. Il y a un usage pour toutes les technologies. Je prends pas le Falcon 9 pour venir de ma chambre à ici, de même manière que
médecin n'utilisera peut-être pas l'intelligence artificielle cardiologue quand il aura un patient avec un strip de 5 secondes en rythme sinusal. Très bien. Un mot, Philippe Benqueteux, et on va passer à, Oui, on parlait à Euromove. intervenir à distance. Est-ce qu'on se ferait opérer par un robot? Tout est une question de bénéfice-risque. Hein. Nous développons, nous travaillons à développer une solution qui permette d'intervenir à distance. Et dans le domaine vasculaire, on sait qu'il y a les plus grandes urgences, ce sont les hémorragies. Une femme qui fait une hémorragie de la délivrance, un accident de la voie publique où vous perdez votre sang dans les différentes fractures, l'AVC, hein, l'infarctus du myocarde, sont des urgences extrêmes pour lesquelles le temps est un facteur majeur du pronostic vital ou fonctionnel, parce que vous pouvez ne pas mourir d'un AVC mais en rester hémiplégique. Et dans ces cas-là, pouvoir intervenir sur votre site d'accueil d'urgence depuis un centre expert, c'est ce à quoi nous travaillons. Et là, est-ce que vous accepteriez de vous faire opérer par un robot ou vous préféreriez perdre 2 heures ou 3 heures pour arriver dans un centre expert qui vous prenne en charge, si tant est que vous puissiez y arriver? Voilà. Donc la question, elle se pose aussi dans ces termes-là. Absolument. Ouais. Voilà. Je me tourne vers Benoît Bardy. Benoît Bardy, bonjour. Bonjour. Président et fondateur d'Euromove. Alors, on le disait, les robots, ils vont être dans le bloc opératoire, mais ils ne vont pas seulement être dans le bloc opératoire. Ils vont être à tous les moments de la vie du patient, j'allais dire, et du parcours patient, du parcours de soins. Et vous travaillez plus particulièrement sur des robots qui vont accompagner les patients dans la rééducation, mais pas la rééducation physique, on va parler d'exosquelette tout à l'heure, dans la rééducation psychique. Peut-être que vous pouvez d'abord nous dire en quelques mots ce qu'est Euromove et nous préciser un petit peu le projet sur lequel vous travaillez. Merci beaucoup pour votre invitation. Euromove, c'est un centre de recherche à Montpellier, là, qui est basé sur le site de l'Université de Montpellier, mais qui est aussi un lieu d'accueil de start-up et de plateformes technologiques. Et le cœur de l'activité de ce centre, c'est donc le geste, c'est le mouvement. Le mouvement est un extraordinaire marqueur de santé. La vidéo, peut-être, on va juste la mettre sur pause avec le logo, parfait. Et puis on la lancera tout à l'heure quand j'aurai fait un petit pitch. Merci beaucoup. Donc le geste est un extraordinaire marqueur de santé. On voit dans le mouvement, c'est un niveau d'intégration de phénomènes extrêmement variés, le geste, hein, de la cognition, de la physiologie. Et on voit dans le geste la santé, on voit l'efficience, on voit la déficience, bien sûr dans les pathologies sensorimotrices, mais aussi dans les pathologies mentales. Et donc là, je vais focaliser un tout petit peu sur ce qui relie la schizophrénie, l'autisme et la phobie sociale. C'est des pathologies très différentes, mais qui partagent, les patients, ce trouble de l'interaction sociale. Et le geste est un marqueur du trouble de l'interaction sociale. On voit dans notre façon de bouger notre empathie pour les autres, on voit dans notre façon de bouger ensemble nos préférences en termes d'interaction sociale pour certains types de gens ou pour d'autres types de gens. Et ce que je vais vous raconter là très brièvement, c'est un projet de recherche, hein, c'est très amont, on n'est pas du tout aujourd'hui dans la pratique quotidienne, c'est vraiment amont c'est un projet européen qui vient de se terminer, qui s'appelait Alter Ego, et qui visait à utiliser la réalité virtuelle et la robotique pour la rééducation des patients qui souffrent de l'interaction sociale. Et avant de lancer la vidéo, je la commenterai tout à l'heure rapidement, je voudrais juste clarifier un tout petit point qui est essentiel dans nos interactions sociales, c'est cette notion de similarité, ce principe de similarité. En neurosciences sociales, c'est une discipline qui se développe depuis une quinzaine d'années. On a remarqué dans des domaines extrêmement variés qu'on s'assemble, on interagit davantage avec des personnes qui nous ressemblent. On a des exemples ici, on a des exemples là. La ressemblance peut prendre des formes extrêmement variées. Ça peut être la ressemblance physique. On va terminer tout à l'heure avec Pepper E.T., qui est un très bel exemple. Je le dis maintenant puisque ça sera la transition avec la présentation de tout à l'heure. Si vous regardez Pepper, c'est un petit robot humanoïde, anthropomorphe. Il ressemble à un être humain. Un peu, mais pas trop. C'est ça, c'est la clé, pas trop. Un peu, mais pas trop. Parce que ça fait peur quand ça. Parce que s'il ressemble trop, ça devient l'Android de Ichiguro au Japon, et ça fait peur. Ouais, c'est ça. Et il y a cette espèce de valide l'étrange, cette espèce de limite entre la ressemblance physique, qui fait qu'avant, ça crée du lien social. On a de l'empathie pour Pepper, parce qu'il nous ressemble, mais pas trop. Et lorsqu'on a passé la crête de
de cette nappe, de ce paysage ici de ressemblance. Du coup, il devient effrayant parce qu'il nous ressemble. Comme le robot Sophia, là, le fameux robot ultra réaliste, il n'y a rien de plus effrayant. On a l'impression d'avoir un humain et en même temps on voit qu'il y a un truc qui cloche. Et ce côté très dérangeant qu'on a dans l'interaction sociale avec des gens qui nous ressemblent trop. Bon. Et les patients, je vais vous le dire pourquoi, sont extrêmement sensibles à ce phénomène-là. Donc la ressemblance, c'est la ressemblance physique que l'on peut manipuler par exemple en créant un avatar. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure du patient. Et on peut, par des techniques de morphing, modifier progressivement l'avatar de moi qui me ressemble vers l'avatar de quelqu'un qui est un inconnu, et donc aller progressivement dans l'interaction sociale vers des inconnus. Et donc ça, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle pour manipuler la ressemblance et aller progressivement favoriser l'interaction sociale avec les inconnus. Mais la ressemblance, c'est aussi la façon dont on bouge. Alors est-ce qu'on peut lancer la petite vidéo peut-être qu'on va regarder? On va la lancer. Je vais vous montrer donc quelques exemples c'est les protocoles de recherche que l'on mène actuellement en lien avec des roboticiens et puis des psychiatres. On est ici à Montpellier. Et donc vous allez voir l'exemple de cette patiente ici, qui est ici une actrice, qui est une étudiante de thèse. En fait, on l'appelle Rebecca dans le film, qui va voir son psychiatre, qui participe à des thérapies comportementales. Et en fait, Rebecca, on va la scanner complètement. Donc on va créer son équivalent digital. Et on va ensuite engager Rebecca avec son avatar ou un petit robot humanoïde, iCub, que vous allez voir tout à l'heure. Donc là, c'est juste un dispositif expérimental. On peut trouver beaucoup plus simple, où là, on a 80 caméras qui vont scanner Rebecca, ses expressions faciales, son corps, dans des postures qui ont été ici déterminées auparavant. Bon, c'est un petit film ici pour montrer aussi la technologie. Ensuite, on va créer donc un avatar et on va projeter cet avatar sur un écran, et Rebecca va dans des petits jeux sérieux d'interaction sociale, des petits jeux collaboratifs, interagir avec son avatar. Donc l'avatar a été créé, Rebecca interagit ici sur un écran, et on peut manipuler ici donc le mouvement, la ressemblance physique entre Rebecca et son avatar. On peut faire bouger l'avatar de manière identique ou différente de Rebecca, et on peut aussi modifier la ressemblance physique ici qu'a l'avatar avec Rebecca. Et ça va servir à quoi alors concrètement? Alors ça sert à engager le patient dans une interaction sociale rassurante parce que connue, c'est-à-dire le patient interagit avec lui-même ou avec des gens qui lui ressemblent, à la fois par cette ressemblance physique et à la fois pour le mouvement, et progressivement, bon là c'est un petit robot iCub qui a été utilisé, on peut manipuler les expressions faciales ici du robot. Et progressivement, donc, vous allez voir l'interface ici. Ça, c'est le robot que vous utilisez là. Ça, c'est un petit robot iCub qui est utilisé donc dans ces protocoles. Ce petit robot va donc suivre Rebecca, ou Rebecca va suivre le robot. C'est des jeux collaboratifs ici sociaux entre l'agent artificiel et le patient. Et puis, donc, ce que fait le robot ici, vous allez voir tout de suite l'architecture. Le robot va observer Rebecca, va identifier la façon dont Rebecca bouge, va aller chercher dans sa base de données dans laquelle on a 1800 mouvements, des mouvements qui sont proches ou qui sont éloignés de ce que fait Rebecca, et va reproduire donc des mouvements similaires et des mouvements différents. Ouais. Voilà, et donc pour finir cette histoire, c'est des protocoles qui durent depuis 1 an et demi maintenant, dans lesquels on compare ces protocoles de rééducation de la similarité vers la différence avec des protocoles plus classiques de thérapie comportementale utilisés par les psychiatres, pour voir si l'utilisation ici du mouvement peut être utilisé à des fins de rééducation. Et donc c'est quel type de patient? Et parce que ça va me faire la transition avec Alexandre Mazel juste après, c'est quel type de Alors ce sont dans le projet que vous venez de voir ici des schizophrènes adultes, adolescents et adultes. Ouais. Et aujourd'hui on utilise ça à la fois pour traiter l'autisme et la phobie sociale. Ce sont encore une fois des thérapies qui sont différentes, mais le trouble de l'interaction sociale, c'est quelque chose qui les réunit. Et est-ce que les patients développent un lien affectif avec ce petit robot qu'on voyait, qui est très mignon, exactement comme le Pepper là? Non mais c'est vrai, il y a une vraie question, c'est-à-dire au bout d'un moment, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se crée en fait avec le robot, au-delà du fait que c'est une machine, on l'oublie quasiment? Parce que à la fois dans cette optimalité dans la ressemblance physique et à la fois dans cette similarité dans la façon de bouger, cette synchronisation ici, physique et biologique, crée l'empathie, crée la compétence sociale, crée le bien-être, être ensemble. C'est la raison pour laquelle on est des êtres sociaux, c'est la raison pour laquelle on est ensemble, on fait de la musique, on danse, on a un certain nombre d'activités de la vie quotidienne qui sont sociales, parce que
Et on a identifié les structures neurales qui participent à les neurosciences de l'amitié. On les a découvertes il n'y a pas longtemps. Il y a un papier dans Nature sur les neurosciences de l'amitié il y a 15 jours pour montrer que cette ressemblance physique et cette synchronisation par le mouvement est un véhicule d'empathie sociale. Et alors, Alexandre Mazel, justement, j'imagine que même chose avec Pepper, ce robot ultra mignon quand même qui est juste à côté de nous. Il y a aussi des liens qui se créent quoi, d'empathie. C'est vrai, on parle d'empathie avec les robots. Moi, j'avais l'autre exemple, c'était celui de Boston Dynamics qui fait des robots qui sont pas franchement, qui ont plutôt un look de Terminator. Là, on a tous vu ce robot chien Big Dog. assez incroyable, hein, qui s'appelle Spot. Big Dog. Voilà, celui-là. Et alors, on voit dans une des vidéos un ingénieur qui donne un grand coup de pied sur le flanc du chien robotique, et le chien robot se comporte comme un vrai chien. Enfin, on a presque l'impression qu'il va pousser un petit cri, et on a mal pour le chien. Enfin, à chaque fois que j'ai montré cette vidéo, y compris à mes présentateurs à la télé, oh là là, mais on a envie de s'en prendre à celui qui s'en prend au chien, alors que c'est une machine, quoi. Mais il y a vraiment ce lien qui se crée. Il y a même des pareil. associations de protection des robots qui se sont lancées suite à ce style de vidéo. C'est pas vrai. Oui, si. Ok, très bien. Bon, on va parler de Pepper. Donc, Alexandre, vous êtes le patron de l'innovation de SoftBank Robotics en France. SoftBank Robotics, donc c'est un gigantesque groupe de technologie japonais. Faut rappeler que ces robots, c'est une entreprise qui s'appelle Aldebaran à l'origine qui les a imaginés, qui est une entreprise française qui a été rachetée par SoftBank Robotics. Et donc le résultat, c'est ce robot Pepper, alors qui est utilisé aujourd'hui, on le voit dans certains commerces, comme hôte d'accueil, qui va interagir avec les clients. Mais on va aussi l'utiliser au service des patients, dans les chambres d'hôpitaux et peut-être demain au domicile des patients. On va peut-être faire une démonstration très rapide avec Pepper pour vous montrer un petit peu ses capacités, et puis on va en parler avec vous juste après. Salut Pepper, tu es là ? Ah, il est en train d'être lancé. Alors peut-être on peut décrire en quelques mots déjà ce que c'est que ce robot et sa particularité. Alors tout à fait, donc bonjour. Donc Pepper, on l'a designé à la base pour l'accueil en magasin. Donc aujourd'hui, vous pourrez le voir effectivement dans des magasins, dans des lieux où accueil du public. À la SNCF, en Bretagne, il y en a 2-3. Dans plusieurs magasins au Japon, vous le voyez vraiment couramment dans les hôpitaux, dans les aéroports, pardon. Où il me regarde. Salut Pepper. Public. Hello. Ah, je me disais bien avoir vu quelqu'un. Ah oui. Bah oui, c'est moi. Ça va, Pepper ? Sélectionnez votre profil, s'il vous plaît. Ah, alors, moi je suis un patient. Très bien. Veuillez composer votre code confidentiel. Devant tout le monde, comme ça ? T'es sûr ? Mot de passe correct. Bon, ça va. J'ouvre votre profil. Oui ? Voulez-vous que j'apprenne votre visage ? Oui, bah oui, j'aimerais bien. Très bien, mettez-vous bien devant moi, sans bouger, que je puisse apprendre votre visage. J'ai bien réussi à apprendre votre visage. Merci. Que puis-je faire pour vous ? J'aimerais bien avoir un suivi douleur. Un suivi douleur. Où avez-vous mal ? Oh j'ai mal partout. J'ai mal partout, Pepper. J'ai très très mal. J'ai mal partout. Il faut lui parler en haut. Vous avez mal partout ? Bah oui. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Ouais, très mal. Oui, j'ai très mal. Je suis désolée de l'apprendre. Sur une échelle de 1 à 10, à combien estimez-vous votre niveau de douleur ? Oh, au moins 10. 10, Pepper, j'ai très très mal. 10. 10, c'est cela ? Oui, c'est ça. Bah oui, ouais, tout en rouge là. Ouais, j'ai très très mal, Pepper. 10, c'est cela. Tenez bon, je préviens votre médecin qui va vous prendre en charge sur le champ. C'est sympa. Merci, Pepper. Que puis-je faire pour vous ? Oh ça va aller. Hein, je ne vous vois plus. Êtes-vous toujours là ? Ouais. Salut, Pepper. Hein, à tout à l'heure. Il est quand même super mignon. Merci, Pepper, pour la petite démo. Bon, on a eu un petit aperçu, là. J'imagine qu'il peut faire plein d'autres choses, ce Pepper. Donc ça, c'est exactement le style d'application qu'on fait aujourd'hui. Donc pour ce qui est accueil du public, et arriver déjà à faire tout, ça va être un peu faire la pré-accueil dans les salles d'attente ou des choses comme ça. Et nous, à l'innovation, donc voilà, ça il le fait à peu près bien. Donc on a des super partenaires qui travaillent sur des applications dédiées.
Et nous, ce qu'on aimerait aller, ce qui nous fait rêver à l'innovation, c'est d'arriver sur un peu la phase d'après, c'est-à-dire ce qu'on appelle le robot compagnon. C'est-à-dire que le robot qui non seulement pourra vous gérer pendant 10 minutes et sur des cas qu'on a décidés à l'avance, mais qui pourra, donc pour l'instant, ce qu'on imagine, c'est tenir compagnie à des personnes âgées qui seraient isolées. Et donc, où il y aurait là, on doit travailler sur un vrai lien qui pourrait se créer entre la personne âgée et le robot. Donc, comme tu disais, ce qui est bien, c'est qu'on a le robot bouge, donc on pourrait réfléchir à des systèmes miroirs comme ça pour vraiment rassurer. Et là, ça ouvre plein de questions encore. Et là, on est content que l'intelligence artificielle va nous aider aussi sur tout qu'est-ce qu'un humain, comment créer un lien. C'est-à-dire qu'on va discuter, tiens, on s'est vu la dernière fois, on s'est vu il y a 6 mois, tout de suite on a parlé de ça. Hier, tu m'as dit ça, etc. Et mettre en relation, mettre en lien des discussions, dire, ton petit-fils, il m'a dit qu'il était à Bordeaux. En ce moment, il y a une émeute à Bordeaux. Est-ce ça pourrait être une bonne excuse pour l'appeler? On parlerait de ça. Je dis des bêtises. Hein, et il n'y a pas d'émeute à Bordeaux. Et donc là, c'est d'arriver à... Nous, déjà, donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a une partie humanoïde qui donne vraiment, qui est rassurante. Quand on a fait des tests, qu'on l'a mis en présence de personnes âgées, on a eu des très bons retours. Même si à la base, quelqu'un, quand on leur a demandé est-ce qu'on vous voudrait un robot dans votre chambre, on a eu des retours assez mitigés, mais quand ils ont vu le robot, ils ont tous été très d'accord pour passer du temps avec lui. Et donc la forme est bien, et aujourd'hui, donc nous à l'innovation, on va réfléchir sur quelles sont les briques technologiques qui vont nous manquer pour faire un bon robot compagnon qui, sur le long terme, pourrait être intéressant et pouvoir créer du lien avec un humain. Ils sont déjà utilisés chez certains patients. Je sais qu'au Japon, ils ont un gros problème de vieillissement de la population. Est-ce qu'ils sont en avance sur nous, sur ces sujets-là? Est-ce que ça commence à se démocratiser ou pas du tout? Alors pour l'instant, non. Il n'y a pas de spécialement d'avance au Japon. C'est-à-dire que les robots qui sont au Japon, c'est ceux qui sont imaginés en France, avec les logiciels faits en France. Ça, c'est pas mal. C'est quand même assez plaisant donc, voilà, de se on dire est assez content. Au pays de la robotique, finalement, la France, c'est le pays de la robotique. Voilà. Aujourd'hui, en fait, au Japon, c'est un peu différent. On pensait qu'effectivement, qu'avec la pyramide des âges, ils allaient être très intéressés, mais il n'y a pas la même structure de famille qu'en Europe. D'ailleurs, ça fait réfléchir à plein de choses. C'est qu'ils sont plus reliés. Le fait qu'ils aient des appartements plus petits, qu'il y a des problèmes de logement, et puis qu'ils sont habitués, et qu'il y a vraiment une autre culture. Souvent, la personne âgée va rester dans sa famille, et donc ils ont moins besoin d'avoir un robot de compagnon. Comme nous, en Europe, on a quand même des personnes âgées assez isolées, qui donc ont besoin de compagnie. Donc aujourd'hui, il n'y a pas spécialement plus d'expérience au Japon qu'en France. Et est-ce qu'on peut imaginer, et on en terminera là parce que j'aimerais qu'on laisse un petit peu de temps à tout le monde pour poser des questions, et je pense qu'elles seront nombreuses, est-ce qu'on peut imaginer ajouter à ce genre de robot, pas forcément Pepper, mais ce genre de robot, des fonctionnalités médicales de base, par exemple pour permettre aux patients de prendre sa tension, de faire un certain nombre d'exercices avec des données qui pourraient être transmises aux médecins? Ça, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez aussi? Alors tout à fait, oui. Aujourd'hui, il y a encore une fois, on a plein de démos, et je suis content qu'il y ait nos partenaires ici. On a intégré tous les petits devices pour prendre la tension, pour prendre le pouls, la température, etc., qui sont faciles à intégrer, et le robot va servir effectivement de centralisateur de tous ces outils, et va déjà commencer à pouvoir aller faire de la levée de doute en allant voir le patient en disant voilà, c'est bizarre, en ce moment tu fais 22 degrés, est-ce que c'est normal? Et là, le patient va dire ben non, j'ai pas mis le thermomètre, je l'ai pas positionné, etc. Ouais, et donc au moins, on peut arriver à pas lever d'alerte, comme on parlait tout à l'heure de faux positifs. C'est ça tout le gros problème, c'est que si le robot, toutes les 10 minutes, appelle le médecin pour lui dire ah, il y a un truc bizarre, c'est un problème, parce que le médecin ne peut pas gérer tout ça. Mais donc là, l'intérêt, c'est d'avoir assez d'intelligence embarquée pour pouvoir déjà faire un bon choix. On parlait vraiment des histoires de décision, c'est ça qui revient souvent, pour arriver à simplifier le nombre de faux positifs, à limiter le faux positif. Parfait. Écoutez, merci beaucoup à vous six. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Merci à tous. Et on a encore quelques minutes pour des questions. Je vois déjà des doigts qui se lèvent. Monsieur a été le plus rapide. Ensuite, monsieur, c'est à vous, je vous ai vu aussi. Est-ce qu'il y a un micro qui peut circuler dans la salle? Présentez-vous, s'il vous plaît, et posez votre question. Oui, bonjour, docteur Jean-Marc Robin. Une question à vous poser. Qu'est-ce qu'il en est de Roméo? Voilà. Ah, Roméo, qui était un autre robot de SoftBank, si je me souviens. Donc Roméo, c'est un robot de grande taille qui faisait 1m40. J'ai une photo là, mais bon, vous n'allez pas la voir. Donc c'est un robot qu'on avait fait dans le cadre d'un projet de recherche français. Donc le but, c'était de créer un robot de grande taille qui pourrait faire l'assistance aux personnes âgées. On a commencé ce projet vers 2009-2011. Ensuite, 2010 plutôt. Ensuite, on a eu un autre projet qui était Roméo 2, c'est de voir quels étaient les usages qu'on pouvait faire de ce robot, avec une partie expérimentation. Et le fait d'avoir eu la commande de SoftBank pour faire le robot Pepper qui est ici,
font qu'en fait, très vite, sur le projet Roméo 2, qui était l'expérimentation en hôpital d'un robot, on a basculé sur l'utilisation de Pepper, parce qu'aujourd'hui, des robots de grande taille d'1,40 m, on ne peut pas les mettre en autonomie dans une chambre de patient, parce qu'il faut une grue, parce qu'il pèse 40 kg, s'il tombe, il va falloir 3 bonhommes pour le remettre debout. Donc en fait, toutes les expérimentations dans le cadre du projet Roméo 2, on les a faites, on les a finies en septembre, et on les a fait avec Pepper. Donc on a mis Pepper dans des chambres d'hôpital. Pendant 7 jours, il était avec le patient 24/24, en complète autonomie. Et il discutait, voilà, le patient lui demandait à quelle heure c'est mon prochain rendez-vous. Alors il disait voilà, c'est avec Patrick, qu'est-ce qu'on mange à la cantine. Des fois, il y avait des features qui paraissent un peu simplistes, mais voilà, c'était est-ce qu'on est le matin ou est-ce qu'on est l'après-midi, quel jour on est. Et là, c'était vraiment un petit contact. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a eu vraiment des très bons retours de patients qui étaient un peu hésitants au début et à la fin de la semaine qui étaient très heureux. Et même si nous, on savait qu'on était un peu limité sur le logiciel qu'on a pu embarquer pour qu'il soit vraiment en autonomie, c'est-à-dire qu'on aurait voulu aller encore plus loin sur de la personnalisation, de l'apprentissage des habitudes. Ce qui était bien, c'est que déjà, rien qu'avec ça, on a vu des très bons retours, des patients qui faisaient des câlins au robot et qui l'aidaient des fois dans des tâches. En fait, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, même le robot, s'il est perfectible, notre robot, on est loin des Da Vinci, où on a des articulations qui sont très un peu floues. Là, ce qu'on veut avec ces robots, c'est qu'ils soient abordables. Donc, c'est la haute technologie, mais ça reste quand même... voilà, les mouvements sont à peu près approximatifs. Et donc, des fois, on avait des problèmes comme le robot qui n'arrivait plus à sortir de son dock, ou des choses comme ça, et c'était le patient qui allait l'aider. Et en fait, toute l'idée qu'on a réalisée, c'est que nous, on ne veut pas des robots perfectibles, parfaits, je veux dire, parce que c'est un assistant, en fait, un compagnon, on a envie de l'aider. Donc, la position qu'on est en train de réaliser, c'est que le robot, il s'y pose plein de questions, s'il ne comprend pas, si des fois il n'arrive pas à se lever, si des fois il se trompe, en fait, ça valorise l'humain qui a besoin des fois, qui est en recherche de sens sur à quoi je sers maintenant que mes enfants sont partis, quel est mon but dans la vie. Et il y avait eu un intérêt comme ça, et derrière, même on pourrait imaginer, donc si on parlait tout à l'heure de jeux de données qui sont utiles pour le deep learning, si les jeux de données étaient générés par des retraités qui s'ennuient, voilà, ça leur donnerait un sens, et on peut même voir une vision de la retraite qui est super intéressante. Une question complémentaire peut-être. Les fonctionnalités de Roméo sont arrêtées, alors il n'y a plus de développement. Roméo, ça reste un prototype, on en a vendu 4, mais c'est un prototype de grande taille. Et moi, à titre personnel, voilà, je suis pas. Aujourd'hui, on ne sait pas faire des robots de grande taille qui sont assez sûrs pour pouvoir être en complète autonomie. Des robots de grande taille à jambes, je parle. Monsieur, une question. Le micro arrive, ne vous inquiétez pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ensuite? Je repère à l'avance. Oui, madame, ce sera juste après. Docteur Allouard, chirurgien. Je voulais poser 2 questions, l'une portant sur la responsabilité et l'autre sur l'innovation. Est-ce que vous pensez que pour la responsabilité, on va passer petit à petit de la responsabilité du médecin vers la responsabilité du robot et peut-être de celui qui est... Donc je voudrais que vous donniez votre avis sur la notion de responsabilité. Et la deuxième, c'est l'innovation. Vous savez que l'innovation transforme beaucoup de choses. Est-ce que votre intelligence sera dépendante de vous pour la programmer sur des innovations, ou est-ce que vous lui permettrez de décider de créer de nouvelles choses, d'innover toute seule, et donc sans contrôle de celui qui l'a conçu? Alors peut-être Bertin ou Philippe sur la première partie de la question. Alors sur la première partie de la question, je peux répondre sur déjà ce qu'il en est aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est assez simple, en fait les robots ne sont rien d'autre que des outils intelligents, mais des outils. Donc en fait ils tombent sous les mêmes, on va dire la même situation que n'importe quel autre dispositif que vous avez dans votre bloc opératoire. C'est-à-dire que les sociétés qui sont fabricantes de ces outils ont des assurances responsabilité civile qui sont censées couvrir une défaillance de l'outil, de la machine pour le coup, qui pourra avoir une conséquence sur le patient. Donc de ce côté-là, en fait, les choses sont assez similaires à ce qui a toujours été le cas. La seule petite différence, c'est que c'est, je dirais, peut-être l'estimation du risque qui est différente, et donc la prime, le montant de la prime. Si on essaie de se projeter un petit peu à l'avenir, ce que l'on peut éventuellement envisager, c'est que, en fait, vis-à-vis du praticien, il n'y a pas d'obligation de résultat, on le sait.
mais par contre, il y a une obligation de moyens. Si, à l'avenir, il est démontré, et il faudra encore un petit peu de temps pour cela, que certains outils, on va parler d'outils, comme ça c'est plus simple, aussi intelligents soient-ils, que ces outils permettent de garantir un certain niveau de soins pour le patient, on peut envisager que, par exemple, des compagnies d'assurance disent écoutez, si vous décidez de vous affranchir de l'utilisation de cet outil qui sécurise effectivement votre acte, pas de problème. Par contre, si vous avez un problème, dans ce cas-là, vous aurez une prime qui sera une couverture de risque qui sera moins importante. C'est le fait de ne pas utiliser le robot en fait qui fera qu'on paye. C'est pas le robot, c'est l'outil. Oui. Alors encore, je vais faire un parallèle qui est peut-être pas très opportun, mais vous conduisez une moto, si vous décidez de conduire sans casque, ok, vous avez le droit, mais vos problèmes, si vous avez un accident, vous n'allez pas être couvert de la même façon que si vous avez mis votre casque. Si effectivement vous avez un outil dont on a démontré qu'il permet de, en tous les cas, réduire le niveau de risque. On peut envisager dans le futur que les assurances, c'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle on peut constater un intérêt croissant des compagnies d'assurance, notamment pour tout ce qui est e-santé, parce que peut-être qu'elles considèrent que c'est une façon peut-être de mieux maîtriser le risque autour des actes. Philippe, un mot et on passera. Vous considérez donc que c'est un outil et qu'il y a un ouvrier derrière qui le manœuvre, quoi. C'est ça la notion. C'est que s'il n'utilise pas cet outil, il sera responsable et il aura... le patient sera responsable puisqu'il n'a pas accepté que l'on utilise cet outil. Alors, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est un outil. Donc aujourd'hui, c'est un outil. C'est un outil intelligent, mais ça reste un outil. Donc il est couvert. Les fabricants qui commercialisent ces outils ont des polices d'assurance qui sont des polices responsabilité civile qui couvrent effectivement les conséquences de défaillance de cet outil et les conséquences que cela pourrait avoir sur le patient. Vous avez par exemple un respirateur, votre respirateur, s'il venait à tomber en panne en pleine opération, ça peut avoir une conséquence sur le patient. Donc le fabricant du respirateur doit avoir une assurance. En fait, c'est exactement la même logique que vous avez sur des robots. Voilà. Donc il n'y a pas de changement de ce côté-là. Un mot rapide. Je crois qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. Effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on parle de robots, mais les robots existants sont ni plus ni moins que des télémanipulateurs. Je crois que c'est le mot qui manque, c'est télémanipulateur. Donc aujourd'hui, c'est toujours le médecin qui agit à travers effectivement un outil. Et donc, il est toujours autant responsable qu'avant. Maintenant, je vous parlais tout à l'heure de la possibilité d'intervenir à distance. Vous avez raison, la responsabilité va être un élément fondamental des discussions. Et finalement, pour pouvoir intervenir sur des patients à distance et le sauver, le principal problème sera la responsabilité et les aspects juridiques. Parce que d'un point de vue finalement technologique, ça va être assez simple à mettre en œuvre. Et ça va être le principal frein, bizarrement. Très bien. Alors qu'on voit qu'il y a un bénéfice extrêmement important. Une toute dernière question, et après de toute façon vous restez dans la salle, vous serez à prendre le café, donc si vous avez d'autres questions, vous n'hésiterez pas à les aborder évidemment, mais je crois que madame, vous aviez une toute petite question. Oui, Claude Porcher, directeur de projet dans le groupe Capio. Moi, ma question, je suis désolée d'y revenir, mais c'est sur le financement. Parce qu'en fait, nous sommes un groupe qui avons déjà beaucoup investi en fait, dans la robotique. Nous avons plusieurs robots d'Avinci. Notre problématique, elle est plutôt liée à l'unicité à chaque fois des spécialités adressées par ces robots. Là, je vois que certains en développent en radiologie interventionnelle. On me parle du foie. Et c'est vrai que dans nos établissements, c'est très difficile d'avoir un robot par spécialité. Donc ma question, elle est pratique. Comment vous, industriels, vous pouvez, et est-ce que vous intervenez en fait au niveau du ministère pour nous aider à financer l'innovation ? Aujourd'hui, en fait, certes, c'est des choix stratégiques. On ne demande que ça. Je prends le cas de Pepper où j'ai rencontré en fait l'équipe Pepper pour introduire Pepper dans nos établissements. Mais à chaque fois, en fait, c'est le retour sur investissement. Enfin, moi, j'ai des actionnaires en fait qui me posent ces questions-là, mais je pense que là, il y a un travail d'équipe à faire parce que l'innovation, l'intelligence artificielle, un des premiers freins en France, c'est le financement. Bertin, donc vous faites du lobbying auprès du gouvernement pour aller trouver des financements ? Non, mais par contre, moi, ça m'intéresse. Si vous me permettez, j'ai envie de répondre à votre question par une question. Justement, vous nous dites
que c'est des robots qui coûtent très cher, etc. Ma question, c'est pourquoi vous les avez achetés alors ? En fait, là, c'est un partenariat avec nos praticiens. C'est-à-dire qu'on a des praticiens, nous, c'est des équipes d'urologues. Sur la région toulousaine, on a 2 robots, 2 gros établissements et 2 robots. Là, on fait un travail avec eux. C'est un projet médical. Et même eux, aujourd'hui, en fait, sont tout à fait conscients de cette problématique, sachant qu'à chaque intervention, elle nous coûte. Donc là, on a du coup des choix à faire sur les patients qui sont habilités à avoir ces interventions. Et c'est dommage, parce qu'au fond, on ne peut pas donner les mêmes chances à tout le monde. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que ça nous gêne. Mais par contre, c'est un projet médical. Et en tant que, même si on est établissement de santé privé, c'est le projet médical qui porte nos avancées. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une façon générale, et ça dans quels que soient les pays dont on parle, en fait, les procédures de remboursement n'anticipent jamais l'innovation. C'est-à-dire qu'elles ne viennent s'appliquer, en général, qu'une fois qu'elles constatent une généralisation de l'utilisation de ces technologies. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut le déplorer, mais moi, je n'ai pas d'exemple de situation où, quel que soit le pays dont on parle, on ait un remboursement qui soit proposé sur une technologie qui est extrêmement innovante. C'est quasiment exceptionnel. Ouais, mais quand on parle des robots comme DaVinci, même avec Intuitive, on a travaillé avec eux et ils nous disent la France, c'est un des pays où il est le moins déployé. Donc réellement, je pense qu'on a une problématique en France par rapport à l'innovation. C'est faux. Ah bah, écoutez, l'équipe avec qui encore on travaille, puisqu'ils présentent le robot, on fait aussi des portes ouvertes en fait pour nos patients. Et là, le 13 juin prochain, on aura un robot pour présenter aux patients justement en fait ce qu'est la robotique dans nos blocs opératoires. Et c'est quand même l'information qu'ils nous donnent. Alors, juste pour préciser, il y a 126 robots DaVinci en France, donc il y en a quand même pas mal. Vous disiez, ils sont des robots spécialisés. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Le robot DaVinci est un robot qui permet d'opérer un peu partout. Et de la gynécologie aussi, Voilà, urologie. Digestif, urologie. Donc c'est un robot avec 3 bras. C'est un outil et qui sert vraiment à toutes les chirurgies possibles, les chirurgies de hernie aussi. Enfin, voilà. Et nous développons un outil, donc un robot, qui permet de manipuler des cathéters. Alors, c'est vrai que c'est une autre spécialité, mais des cathéters, finalement, des instruments souples et allongés. Bon, c'est vrai qu'en médecine, il y a plusieurs spécialités, il y a différents outils. Mais malgré tout, ça reste interdisciplinaire, nous aussi, puisqu'on intéresse la cardio, mais également le vasculaire périphérique et finalement tous les organes. Donc c'est vrai que c'est un robot pour le cathétérisme, il y a un robot pour la chirurgie, et puis il y a le robot ROSA qui est vraiment pour la neurochirurgie, pour implémenter des sondes d'électrosimulation calées sur l'image de façon extrêmement précise. C'est vrai. Donc, par rapport au financement, en fait, est-ce que vous avez un rôle, les industriels, au niveau du ministère? Oui, mais vous avez raison, vous soulevez un problème qui est énorme, qui est un gros problème pour nous, qui est un problème pour vous. C'est qu'on développe des outils qui sont extrêmement intéressants, extrêmement utiles, mais qui ont du mal à diffuser parce qu'on n'a pas les remboursements et pas les financements adéquats. Donc c'est un vrai problème. On travaille dessus, évidemment, puisque c'est notre problème principal. Et après, sur ce sujet, c'est sûr que forcément, nous, par exemple, quand on fait Paper, on met des moteurs de très mauvaise qualité pour être abordables. Et à l'inverse, quand ils font DaVinci, ils vont mettre des moteurs très très chers. La question, c'est est-ce que vous seriez prêt à acheter DaVinci 10 fois moins si on vous disait qu'il aurait 10% de précision en moins? Parce que ça va être ça. En tant que chirurgien, il veut le top de ce qui existe à un moment donné. Et le top, c'est le truc le plus cher qu'on peut faire à ce moment-là. Et il y a vraiment des choix qui sont, dès qu'on touche à la vie et au risque, qu'on ne va pas pouvoir expliquer, à vous, on vous a mis le robot moins cher. Désolé. Je vous propose que vous poursuiviez le débat autour d'un café. C'est intéressant, effectivement. On va devoir passer aux tables rondes suivantes. Merci encore.